Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Il est devenu rapidement un rendez-vous incontournable en matière de recrutement et d'opportunités de carrière. Le 4e forum Monaco pour l'emploi a lieu ce vendredi au Grimaldi Forum. L'occasion notamment de faire le point sur le marché du travail à Monaco avec le ministre des Affaires sociales et de la Santé qui sera notre invité dans quelques instants. La santé est également au cœur de l'attractivité de Monaco. L'année 2026 sera marquée par la livraison de la phase 1 du nouvel hôpital, un dossier qui a notamment été évoqué lors des vœux du CHPG. Nous vous emmènerons ce soir en Espagne avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo que nous avons suivi pour une série de concerts donnés à l'occasion des 150 ans de la mission diplomatique de Monaco en Espagne. Et puis nous resterons sur scène avec la légende de Monte Cristo, le musical, qui sera présenté au Grimaldi Forum en mai prochain. Immersion dans les coulisses de ce spectacle avec nos envoyés spéciaux à Paris. Avec plus de 65 000 salariés dans le secteur privé et public en 2024, Monaco est l'un des bassins d'emploi les plus attractifs des Alpes-Maritimes. Le marché du travail en principauté est un élément moteur pour l'économie monégasque et c'est fort de cela que le gouvernement princier a lancé en 2023 Monaco pour l'emploi, un forum pour les personnes en recherche d'opportunités professionnelles et pour les entreprises de la principauté à l'affût de nouveaux talents. La prochaine édition de ce rendez-vous, désormais incontournable, aura lieu ce vendredi au Grimaldi Forum. Pour en parler, le ministre des Affaires sociales et de la Santé est en duplex avec nous. Bonsoir Christophe Robineau. Bonsoir Émilie. Il s'agit déjà du 4e Monaco pour l'emploi. Quel était l'objectif de départ de ce forum ? Alors l'objectif de départ, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'était de mettre ensemble les employeurs de la principauté et les candidats à l'emploi, ainsi que différents services de l'administration et les caisses sociales, afin de pouvoir d'abord les laisser échanger, deuxièmement les entendre. C'est toujours intéressant d'aller au contact et de prendre un peu la température, savoir quelles sont finalement les préoccupations des gens, que ce soit des employeurs ou des candidats à l'emploi, et puis leur donner un accès direct à ces services de l'administration, ces services du gouvernement, ces caisses sociales, afin de répondre à des questions qui pourraient se poser, afin de battre en brèche certaines idées reçues, et notamment c'est difficile de travailler à Monaco. Quand on travaille à Monaco, on est sur un siège éjectable. Je voudrais rappeler que seuls 10% des salariés du secteur privé sont des résidents de la principauté, ce qui sous-entend que 90% sont des gens qui sont recrutés dans les communes voisines, dans le Mentonais et dans toutes les Alpes-Maritimes. Et donc, je dirais que tout le monde a sa chance de venir travailler en principauté. Oui, Monaco est l'un des bassins d'emploi les plus dynamiques des Alpes-Maritimes. Comment décrire aujourd'hui l'évolution du marché de l'emploi à Monaco ? Alors, effectivement, Monaco, c'est, je crois, on peut le dire, un des principaux poumons économiques des Alpes-Maritimes. Il a un rôle important également dans l'emploi de nos amis originaires de Ligurie, puisque près de 10% des salariés de la principauté viennent de Ligurie. Je crois que cette dynamique, elle s'est démontrée au cours des dernières années, puisque depuis la Covid, nous avons une croissance qui est de l'ordre de 4% par an en termes d'emploi. Alors bien évidemment, la fin des grands chantiers a donné un petit frein à cette croissance, mais en réalité, on constate qu'elle est au moins en partie compensée par le développement d'un certain nombre de secteurs, et en particulier, je pense à l'hôtellerie et les restaurations, qui sont des grands pourvoyeurs d'emplois. On a pu constater le succès de Monaco pour l'emploi au fil des éditions. Qu'est-ce qui, selon vous, le distingue des autres forums ou d'autres événements de recrutement ? Alors je crois que c'est un événement qui est original en ce fait qu'il réunit à la fois les employeurs du secteur public, des établissements publics et du privé. Je crois que c'est le seul événement de cette nature où coexistent l'ensemble des employeurs du tissu économique d'un pays. Je crois qu'il est aussi unique parce qu'il permet aux gens de venir s'adresser directement
notamment aux organismes sociaux. C'est important de savoir quels vont être les avantages que l'on a au niveau social à travailler à Monaco, quelles sont les perspectives de retraite. Je crois que notre modèle est unanimement reconnu. Je prends toujours cet exemple des allocations familiales par rapport à d'autres pays. À Monaco, vous ouvrez droit aux allocations familiales dès le premier enfant et vous y avez droit, quel que soit le nombre d'enfants et le revenu du foyer. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus aujourd'hui partout. Donc je crois vraiment que Monaco a énormément d'atouts. On sait que plus de 50% des salariés de la principauté vont rester au moins 10 ans dans leur emploi, ce qui sous-entend qu'il y a une vraie stabilité, une vraie confiance de la part des candidats à l'emploi dans les employeurs de la principauté. Et je crois que ça, c'est un gage de sécurité pour l'avenir. Et quels sont les secteurs qui aujourd'hui recrutent ou au contraire les secteurs qui sont en tension à Monaco ? Alors, les principaux secteurs qui recrutent, ce sont évidemment tous les métiers du secteur comptable. On a toujours besoin de comptables, on en a de plus en plus besoin. L'hôtellerie, la restauration, le nombre d'établissements ne cesse de croître sur la principauté avec finalement un taux de satisfaction très important dans des établissements qui plus est sont prestigieux et dont le niveau de rémunération est extrêmement je crois, concurrentiel pour les candidats. Vous avez bien sûr les métiers du numérique et du digital qui ne cessent de croître. Nous avons d'ailleurs, avec une délégation des employeurs de la Chambre du numérique, visité l'école 42 à Nice pour essayer de trouver un bassin de recrutement supplémentaire, voire encourager la formation dans ces domaines. Je citerai encore les métiers de la santé et de l'aide à la personne qui restent des pourvoyeurs d'emplois extrêmement importants. Et bien sûr, dans la finance, avec notamment tout ce qui est attaché au développement des compliance officers. Et enfin, je terminerai par les métiers du juridique, où on a de plus en plus besoin de juristes, que ce soit dans les cabinets privés ou au niveau des services de l'administration. Et un petit point sur lequel j'insiste, nous avons aussi besoin de magistrats. Donc, je fais appel à toutes les vocations des monégasques, des jeunes monégasques, pour ces métiers qui sont pleins d'avenir. S'il y avait un message ce soir à adresser aux candidats potentiels qui hésitent encore à participer à Monaco pour l'emploi, lequel serait-il, Christophe Robineau ? Je crois que le message essentiel pour les candidats à l'emploi qui hésiteraient à venir, c'est que c'est assez facile de venir, c'est gratuit et on ne perd rien. Dans le pire des cas, on est gagnant et on trouve un emploi dans un environnement qui est particulièrement sécurisant, qui est particulièrement riche en termes d'expérience et où on voit bien, en tout cas pour les salariés qui en font l'expérience, qu'ils sont fidèles à la principauté. Et je dois dire en tant que ministre du Travail, ce que je constate, c'est quand certains salariés de la principauté perdent leur emploi, leur première démarche est de s'inscrire au service de l'emploi pour essayer de retrouver un emploi sur Monaco, garder les mêmes avantages qu'ils ont eus pendant souvent de très très nombreuses années. Le 4e Forum Monaco pour l'emploi aura donc lieu ce vendredi 6 février au Grimaldi Forum. Merci Christophe Robineau d'avoir été notre invité ce soir. Merci Émilie. Ce début d'année est souvent l'occasion d'évoquer les temps forts qui rythmeront 2026. Au chapitre de la santé, la phase 1 du nouveau centre hospitalier Princesse Grace sera livrée dans quelques mois. Une nouvelle étape majeure qui a été évoquée lors de la cérémonie des vœux du CHPG. Le reportage de Fabien Bonilla et Arnaud Humbert. C'est aussi l'engagement des équipes. Une cérémonie de vœux devant le personnel hospitalier représentant les différents services, cérémonie en présence également du ministre des Affaires sociales et de la Santé, ainsi que du ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme. Lors de son discours, le directeur du CHPG a répété le même mot de nombreuses fois, 100%. 100%, c'est le résultat qu'on a eu lors de la certification de la Haute Autorité de Santé. C'est une procédure qui est extrêmement exigeante, qui est obligatoire pour les hôpitaux français et dans laquelle nous sommes allés de manière volontaire, considérant que ce genre de démarche d'accréditation qualité était un bon moyen de se préparer à l'entrée dans le nouveau bâtiment. Et on a eu un résultat absolument inespéré puisque moins de 1% des établissements publics et privés en France ont réussi à l'atteindre. Et puis 100%, c'est la note que je donne à ces équipes pour le travail qu'elles ont fait en parallèle, parce que cette fois encore, on accroît notre activité
alors que 12 chefs de service sont partis cette année. Ça veut dire d'une part que c'est quand même du mouvement un petit peu compliqué à gérer pour les équipes. Et puis d'autre part, il y a eu des périodes où on avait 1 à 2 chirurgiens en moins. Et malgré tout, on augmente nos admissions, donc le nombre de séjours hospitaliers de 5%. Durant cette cérémonie, le ministre des Affaires sociales et de la Santé a lu devant l'Assemblée le message de remerciement du souverain adressé à l'ensemble du personnel pour son dévouement au quotidien, son sens du service et son humanité. Voilà pour l'année 2025, parlons de 2026 et la transition entre l'ancien et le nouvel hôpital. Les opérations de récolement ont commencé, ça veut dire que la maîtrise d'ouvrage, qui est l'État, va nous laisser les clés au mois d'avril. Nous, de notre côté, évidemment, on a déjà commencé à travailler très largement. On a réuni des groupes de travail pour travailler sur les organisations. Il faut savoir que si au global, le nombre de places ne va pas changer, de lits et de places d'hospitalisation ne va pas changer, dans le détail, toutes les unités vont être modifiées. Évidemment, on est allé aussi sur le catalogue, la longue liste au Père Noël, et on a commandé tous nos équipements, nos mobiliers et autres réjouissances. Et donc là, on affine petit à petit le calendrier avec un premier patient qui est attendu au mois de septembre 2026. Lors de cette cérémonie de vœux, un hommage a également été rendu à 2 grandes figures du CHPG disparues en 2025, les docteurs Jean-Joseph Pastor et Michel-Yves Moreau. Dans un tout autre domaine, le 27 janvier marquait la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Une date symbolique qui vise à transmettre l'histoire de ce génocide pour qu'il ne tombe pas dans l'oubli. Un devoir de mémoire nécessaire que la Maison de France porte actuellement en présentant une exposition dédiée aux victimes des crimes contre l'humanité. Les détails de Vanessa Dessy sur des images de Lionel Bernardi. Regarder l'histoire en face pour empêcher l'oubli, c'est l'ambition portée par l'association monégasque pour le devoir de mémoire qui consacre une exposition aux victimes des crimes contre l'humanité. Le peintre et sculpteur Philippe Coriat livre une œuvre puissante, une quarantaine de tableaux qui bousculent, interpellent et ouvrent les mémoires. Cette exposition s'appelle Sans issue, mais sans S-E-N-S, issue I-2-S-U-E. Je précise parce que ça a du sens justement de le préciser. Sans issue, c'est un jeu de mots avec quelque chose qui n'aurait pas d'issue. Mais là, en l'occurrence, c'est le sens qui m'amène personnellement, et peut-être les gens qui essayent de comprendre cette époque difficile de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, vers du sens. Le sens serait une issue pour ne pas devenir fou. Parce que le temps passe et que les témoins disparaissent, cette exposition rappelle que la mémoire n'est jamais acquise. En quittant les lieux, le public est invité à repartir avec l'idée que notre liberté d'aujourd'hui vient d'un passé qu'il ne faut jamais oublier. En fait, le fait de savoir, ça nous rend... on se sent dépositaire d'une connaissance. Et bon, on la transmet normalement à ceux qui ne connaissent, qui ne savent pas encore. Et là, en l'occurrence, c'est peut-être des souvenirs qu'on n'aurait pas envie de se rappeler, parce qu'ils sont tellement douloureux, tellement horribles. Mais on a ce devoir, parce que ça fait partie de l'histoire de l'humanité, d'avoir traversé des période très sombre où l'homme a fait beaucoup de mal à l'homme, et donc si on ne veut pas reproduire ou en tout cas tirer des leçons, il faut transmettre. L'exposition Sans issue est à découvrir jusqu'à samedi prochain à la Maison de France. Un mot de sport, à présent, et du basket avec la Roca Team victorieuse dimanche face au Portel en championnat. Les Monégasques se sont largement imposés 113-86 dans un climat assez particulier. Une victoire qui permet aux joueurs de Spanoulis de conforter leur place de leader. Le résumé de Gaëtan Lebrun et Arnaud Humbert. Invaincu en Betclic Elite depuis le mois de novembre, la Roca Team a su éviter le piège portelois en dominant les 4 quarts-temps et s'assurant une victoire ô combien importante pour le moral. Porté par le trio Okobo, Mirotic, James, auteur de 53 points au total hier, les Monégasques ont déroulé offensivement en dépassant pour la 3e fois cette saison la barre des 110 points, malgré la période difficile que traverse le club. Je pense que les joueurs sont bien expérimentés en termes de basket, donc on essaie de rester entre nous et on espère, mais on sait bien qu'éventuellement tout va être OK.
Donc on joue, on essaie de garder notre état d'esprit, notre mental sur le basket et notre objectif devant nous encore. Il reste tous les trophées à prendre cette année. Donc il faut qu'on réagisse un peu. Je pense que c'est la première fois depuis que je suis arrivé à l'Orca Team. On a perdu 3 fois ensuite en Euroleague. Donc il faut qu'on réagisse. Et c'était un match, comme tu avais dit, sérieux. Mais on a une grosse semaine devant nous. Donc il faut qu'on fasse encore les réactions dans les 2 prochains matchs. La Roca Team retrouve le sourire avant un match crucial à Kaunas demain en Euroleague, où les Monégasques tenteront de prendre leur revanche sur le match aller et se rapprocher du top 4. Le saviez-vous, l'année 2026 marque les 150 ans des relations diplomatiques entre la Principauté et l'Espagne. Pour célébrer cet anniversaire, une série d'événements va se dérouler tout au long de l'année. Le premier a eu lieu en fin de semaine dernière avec 3 concerts sous la direction de Kazuki Yamada. En Espagne et aux îles Canaries, le reportage de nos envoyés spéciaux José Sacré, Thomas Deus et Clélia Renaud. Du 26 janvier au 1er février, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était en tournée en Espagne, à Murcia, à l'Auditorium Victor Villegas, à Santa Cruz de Tenerife, à l'Auditorium de Tenerife, et à Las Palmas de Gran Canaria, à l'Auditorium Alfredo Cruz. Au programme, l'ouverture de Coriolan et le concerto pour piano numéro 5, L'Empereur de Beethoven, ainsi que la symphonie numéro 3 écossaise de Felix Mendelssohn sous la direction de Kazuki Yamada. This tour is very special for me. And then tour is really special because we can concentrate the same repertoire, same music, so that to develop during the tour, we can see the develop during the tour and how to communicate with foreign audience. Pour la première fois en concert dans les îles Canaries, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a eu l'honneur d'accueillir son Excellence Madame Catherine Fautrier, ambassadeur de Monaco en Espagne. Nous célébrons cette année 2026 le 150e anniversaire de la mission diplomatique de Monaco en Espagne. Et donc nous avons réussi à inscrire tous les événements culturels qui vont se dérouler cette année en Espagne sous l'égide de cet anniversaire. Donc nous avons la chance de démarrer avec l'orchestre. Nous aurons également les ballets de Monte-Carlo qui viendront à Madrid au mois de mars, puis les petits chanteurs de Monaco qui seront là aussi au mois de mai. Et enfin, l'opéra de Monte-Carlo avec une production de l'opéra qui aura lieu à Madrid pendant tout le mois de juillet. En fait, c'est une coproduction donc, entre l'opéra de Madrid et l'opéra de Monte-Carlo de Il Trovatore de Giuseppe Verdi. Ajoutons que le Forum des artistes de Monaco sera organisé exceptionnellement cette année à Madrid. Enfin, l'ambassade va organiser pour cet anniversaire une grande exposition pour montrer au public espagnol, et pas que, l'histoire des relations entre Monaco et l'Espagne qui date de plus de 5 siècles et qui a laissé des traces dans notre culture monégasque. Donc très peu de gens le savent. Et il nous a paru important de montrer au public espagnol toute l'intensité de ces relations et de cette histoire que nous avons en commun. Succès total pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au cours de ces 3 concerts, plus de 5000 spectateurs ont applaudi la formation monégasque qui, et c'était une première, a improvisé un petit concert à bord de l'avion qui la ramenait à Monaco. Simplement et encore pour le plaisir de faire de la musique ensemble. Oui, unis par la musique jusque dans les airs. Qui ne connaît pas la célèbre histoire du conte de Monte Cristo écrite par Alexandre Dumas? C'est évidemment un récit incontournable adapté sous différents formats, des films, des séries et même au théâtre. Cette histoire revient sur scène avec un tout nouveau spectacle, La légende de Monte Cristo, le musical, qui sera présenté en mai prochain au Grimaldi Forum. Justin Hadel et Jérémy Henry ont assisté aux premières représentations au Dôme de Paris. Ils vous livrent un avant-goût de cette production à ne pas manquer. Quelques minutes avant le début de la prestation, la température ne cesse de grimper en coulisses. Toutes les équipes
Montant pression, cette comédie musicale est l'une des grosses productions de ce début d'année. On s'attaque quand même à Alexandre Dumas. Qui ne connaît pas le Comte de Monte Cristo? Donc on est obligé en fait d'essayer d'être au niveau de l'œuvre. Pour être au niveau de l'œuvre, il faut se remettre en question, il faut travailler, il faut proposer quelque chose qui puisse plaire au public autant que le livre. L'enjeu a donc été de conserver des éléments originels, tout en apportant une forme de modernité. On a fait des choix à travers cette œuvre qui est monumentale pour toute chaîne en 2h10. Mise en scène par Serge Postigo, le show vous invite à suivre l'aventure d'Edmond Dantès, marin promu capitaine, pris dans une machination qui l'amène à être arrêté lors de son mariage et emprisonné au château d'If, au large de Marseille. Vous deux, tenez-le fermement. Non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Non seulement je le peux, mademoiselle, mais je le dois. Un récit qui vous amènera à suivre la reconstruction de cet homme en Comte de Monte Cristo. Et pour cela, plus de 20 artistes sont mobilisés pour vous en mettre plein les yeux. Parmi eux, Carla Donna, l'ancienne élève de la Star Academy 2022, incarne le rôle d'Eugénie, fille du baron Danglars. C'est la première fois que je joue un peu, on va dire que Eugénie Danglars c'est un peu une ado rebelle, on pourrait dire ça aujourd'hui. C'est une femme qui est vraiment anticonformiste, qui ne veut pas se marier, qui aime les femmes. Donc voilà, pour l'époque c'est quand même quelque chose qui est complètement fou. Et donc de jouer ce rôle-là, c'est hyper plaisant et ça fait du bien d'avoir un rôle comme ça dans cette comédie musicale. Originaire d'Antibes, la chanteuse et comédienne attend avec impatience le passage de la tournée dans le sud de la France, mais aussi à Monaco. Monaco c'est à côté, j'y suis souvent allée, donc ouais c'est trop cool, ça fait trop du bien. Et j'ai quand même de la famille qui va venir à Monaco, parce que j'ai de la famille aussi là-bas, donc ouais ils vont venir, ils vont être présents, ils vont soutenir, ils vont être là. Durant les 2 heures de spectacle, le plus saisissant reste la scénographie avec des décors grandioses, des jeux de lumière, et des perspectives qui offrent une immersion totale. Chaque tableau a sa signature et chaque chorégraphie a le don de surprendre. Et en comédie musicale, l'un des aspects les plus importants reste le chant. Spectaculaire, voilà comment on pourrait définir les choix de la direction musicale. Un show qui fait sensation, des costumes somptueux au jeu de rôle bien léché, tout semble réussir à cette première surprise de l'année qui n'attend que vous prochainement à Monaco. Oui, la légende de Monte Cristo, le musical est à découvrir les 9 et 10 mai prochains au Grimaldi Forum. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo avec Alexandra Pagny, puis les experts foot avec Christophe Paco et Grégory Campi. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali qui a souhaité mettre en valeur ce soir de belles mécaniques, celles qui participent actuellement au rallye Monte-Carlo historique. Passez une très belle soirée et à demain, 19h, pour un nouveau JT sur Monaco Info. Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour les prévisions météo de ce mardi. Il faudra compter encore sur une journée en demi-teinte avec un temps très nuageux et des risques de pluie et quelques éclaircies pourraient arriver dans l'après-midi tout de même. Les températures oscilleront entre 9 et 12 degrés. Le soleil se lèvera à 7h43 et se couchera à 17h45. Nous souhaiterons une bonne fête au Blaise et en ce 3 février, nous célébrerons également la journée mondiale
sans paille. Elle a pour objectif de sensibiliser à la réduction des plastiques à usage unique. Lancée en 2018 par des associations, elle vise à limiter la pollution des océans par ces ustensiles souvent non recyclés et à encourager des alternatives durables. Alors pensez-y la prochaine fois que vous prendrez une boisson. Je vous souhaite une belle soirée sur Monaco Info.